Je suppose, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suppose que la séance est ouverte et que nos amis qui sont à distance sont là et nous écoutent et nous regardent pour cette présentation d'études aujourd'hui à la Maison des Travaux Publics. C'est une joie de vous retrouver un peu plus souvent que d'habitude, puisque ce mois-ci, nous aurons eu un atelier débat et nous démarrons le mois de février immédiatement avec une très lourde étude qui a pris plus d'un an, qui sera présentée par nos deux amis ici, le président du comité scientifique Jean-Pierre Hoët et Servan Lassire, qui effectivement dirige le groupe de travail de synergie entre le bâtiment et la mobilité. Voilà. Alors, comme vous le savez, chez Équilibre des énergies, nous sommes en transversalité entre l'énergie, le bâtiment, et depuis quelques années, la mobilité nous a rejoints. Et on voit bien qu'il y a un changement à la fois sur les usages, sur le mode de fonctionnement. À la fois, on a fait un énorme progrès, beaucoup d'améliorations, beaucoup de logistique, d'équipements ont été mis en place, et c'était bien de le mettre à jour, en tout cas par cette étude qui a duré plus d'un an et qui a demandé l'intervention de beaucoup d'entreprises membres d'Équilibre des énergies. Le développement de l'électromobilité a donc changé la donne. Nous faisons aujourd'hui, nous le ferons peut-être beaucoup moins demain, le plein d'essence, de diesel, dans des stations. En revanche, la recharge du véhicule électrique ou du vélo, peut-être, nous le faisons essentiellement dans le bâtiment. Et nous le faisons à la maison, au travail ou dans des lieux de commerce. La recharge du véhicule se fera le plus souvent, donc c'est les habitudes qu'il va falloir faire évoluer. Il est donc indispensable d'organiser l'intégration de la mobilité électrique dans les bâtiments, de la rendre ainsi encore plus attractive pour les différents acteurs. Et là, je crois que nos amis vont appuyer sur ce sujet. Quelques remerciements avant de laisser la place à notre présentation. D'abord à nos membres, et particulièrement au groupe Volkswagen, sous l'égide de Xavier Boulet et de Luc Chausson, qui ont été à l'initiative avec le président de notre comité scientifique pour mettre en place cette présentation. Je remercie encore la Maison des Travaux Publics, qui est toujours présente, disponible, et qui effectivement s'engage toujours à nos côtés pour nous faciliter ces événements et ces communiqués de presse. Alors, tout de suite, allons sur le sujet, et je laisse la place, effectivement, à Jean-Pierre Hoët, à Servan Lassire, pour la présentation de ce résultat d'étude. Donc, nous allons vous présenter les résultats de cette étude qui a été menée pendant effectivement presque un an. Le rapport en est maintenant accessible, je crois qu'il est déjà en ligne aujourd'hui, donc chacun pourra s'y référer. Donc, nous allons faire que le résumé. Et évidemment, pour parler de synergie entre mobilité et bâtiment, il faut d'abord parler du contexte général. Le contexte général aujourd'hui, c'est que le véhicule électrique se développe, on en est tous heureux, mais qu'on connaît actuellement un certain plateau dans la croissance des immatriculations, notamment parce que beaucoup considèrent que le véhicule est encore électrique est encore trop cher, et par conséquent, toutes les mesures que l'on peut trouver pour en réduire le coût, y compris le coût d'usage, est les bienvenues. Deuxièmement, il y a ce problème de l'interaction entre le véhicule électrique et le système électrique, la pression que la recharge peut exercer sur les réseaux électriques. Nous y reviendrons parce que c'est un problème du premier ordre qu'il faut maîtriser. Troisièmement, l'un des axes de la politique énergétique des pouvoirs publics, en France comme en Europe, est de développer des équipements photovoltaïques, et notamment des équipements de petite et moyenne toiture, qui, selon la PPE, pourraient représenter 55% des équipements à horizon 2030-2035. Tout ça est très bien, mais nous y reviendrons, ça génère de l'électricité à un moment dont on n'a pas forcément le plus besoin.
Et enfin, les usagers des véhicules électriques réclament toujours de l'autonomie. Nous, dans Équilibre d'énergie, souvent, on préfère parler de rayon d'action, c'est-à-dire combinaison entre la capacité de la batterie et l'infrastructure de recharge. Mais enfin, le grand public réclame de l'autonomie, et donc il y a une certaine appétence pour les batteries de grande capacité qui coûtent cher et en fait sont relativement peu utilisées dans la vie quotidienne, puisque les déplacements sont limités. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de cette capacité qui souvent est excédentaire? C'est certains aspects que l'on a cherché à approfondir au travers de cette étude. Alors, si on regarde un peu plus dans le bâtiment, c'est très largement un secteur où l'électricité est amenée à se développer au travers de différentes solutions, en particulier la pompe à chaleur. Mais en même temps, il y a un effort d'efficacité énergétique, de rénovation des bâtiments, etc., qui est très important. Deuxièmement, le véhicule électrique va se développer. Je crois que le mouvement est irréversible, même s'il y a un certain plateau aujourd'hui. Et on s'oriente vers 36 millions de véhicules électriques à horizon 2050. Et comme le rappelait Gilles Rogers tout à l'instant, ces véhicules se rechargent pour l'essentiel à la maison, à domicile, et aussi un peu en entreprise. Et lorsque c'est nécessaire, sur les grands axes de communication. Et troisièmement, je l'ai dit, nous assistons à un développement des installations photovoltaïques de toiture. Alors je reviens sur la part du véhicule électrique dans le bilan énergétique des bâtiments. On n'a pas encore bien réalisé l'enjeu. Aujourd'hui, si on regarde les courbes de droite, le véhicule électrique, comparé aux consommations de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de ventilation, de climatisation, c'est peu de choses. 1 million de véhicules électriques, c'est 2 TWh. Donc on voit tout de suite qu'aujourd'hui, ça pèse assez peu. Mais les perspectives sont que les courbes vont se croiser. Et donc, le véhicule électrique qui se recharge pour l'essentiel à domicile va peser dans la consommation des bâtiments autant que les usages traditionnels. Et vous savez que ça fait des décennies qu'on parle de l'optimisation des consommations du bâtiment, de la domotique, de la programmation du chauffage, de l'eau chaude, etc. Et on n'a pas encore vraiment intégré le véhicule électrique. Donc c'est un point essentiel de l'étude qu'on a menée, c'est d'appeler l'attention sur cette tendance qu'il faut anticiper. Le développement du photovoltaïque, j'en ai parlé, là, il y a les courbes, les perspectives d'évolution du photovoltaïque sont très ouvertes. Lorsqu'on regarde les travaux du RTE, on a des fourchettes qui sont assez larges, mais la PPE nous dit qu'il y aura 75 à 100 gigawatts de photovoltaïque en 2035. Aujourd'hui, il y en a une vingtaine. Développement absolument considérable, et en plus, on nous dit que ça serait peut-être pas mal que 55% soit sur les toitures. Donc, le problème que j'indiquais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de cette électricité ? Aujourd'hui, on sait déjà qu'en Europe, en 2024, il y a eu des prix négatifs sur les marchés de gros pendant 4% du temps, alors qu'en 2023, c'était 2%. Et donc, c'est quand même pas une bonne façon d'utiliser l'électricité, d'être obligé de payer pour pouvoir à ceux qui veulent bien l'utiliser. Donc, problème de l'utilisation, de la valorisation optimale de cette électricité. Je reviens sur le problème de l'appel de puissance sur les réseaux au moment de la recharge. Aujourd'hui, on est encore assez largement dans un système qu'on appelle pudiquement de recharge naturelle, c'est-à-dire que les 2/3 des usagers ne se posent pas la question. Ils rechargent par opportunité, lorsqu'il y a une prise disponible, lorsqu'ils rentrent chez eux, etc. Tout ça n'est pas supportable. Les travaux du RTE que nous avons repris, nous n'avons pas les moyens dans l'équilibre d'énergie de faire tourner des modèles ayant la sophistication de RTE. Donc nous reprenons les travaux qui ont été récemment publiés dans le bilan électrique 2035 de RTE et on voit que, on risque d'avoir à faire face à une pointe de consommation, d'appel de puissance le soir lorsque les véhicules retournent à domicile. Alors, les études ne convergent pas toutes sur le sujet, donc nous avons noté qu'il y a des fourchettes. Mais enfin, en 2035, on peut avoir des suppléments d'appels sur le réseau qui vont de 6 à 13 gigawatts, et qui iront en s'amplifiant.
Et donc, travailler sur ce thème des synergies entre mobilité électrique des bâtiments, c'est un enjeu 3 fois gagnant. C'est gagnant pour les fournisseurs d'électricité parce que c'est un moyen de valoriser les kilowattheures au moment où ils sont réellement utiles et au moment où ils sont abondants et relativement peu coûteux à fournir. Pour les gestionnaires du réseau, éviter les surcharges. Et pour les consommateurs, diminuer le coût de la recharge. Et nous insistons beaucoup dans l'étude qui a été faite sur ce point. Et aujourd'hui, ces synergies sont faiblement développées. Je l'ai dit, 2 tiers seulement, 2 tiers des utilisateurs ne pilotent pas la recharge. Alors, on a s'est donné comme objectif d'essayer de quantifier un peu tous ces avantages. On n'a pas fait les calculs, je répète, d'incidence sur le réseau. On n'a pas les moyens. Donc là, je renvoie tous ceux qui sont intéressés par le sujet vers les études de RTE, en particulier le chapitre 12 des bilans électriques 2035 qui ont été publiés par RTE. Alors, le pilotage de la recharge, qu'est-ce que c'est? Il y a le pilotage naturel, qui est le non-pilotage. Mais si on pilote, il y a 4 niveaux possibles. Le pilotage tarifaire statique, s'adapter à la grille tarifaire. C'est ce qu'on fait depuis plus de 60 ans pour la recharge des ballons d'eau chaude. On peut également être un peu plus subtil et avoir un pilotage dynamique en temps réel. J'y reviendrai en fonction d'informations qui sont véhiculées vers la borne de recharge ou vers le véhicule. On peut aussi faire de la réinjection, faire un système bidirectionnel de renvoi de kilowattheures dans un premier niveau vers le bâtiment et dans un niveau encore plus ambitieux vers le réseau. C'est le V2H ou V2B, Vehicle to Building, ou le Vehicle to Grid. Alors, le pilotage tarifaire statique, on se demande pourquoi ça n'est pas plus largement développé. C'est une méthode extrêmement simple et elle est aujourd'hui communément appliquée pour la gestion des ballons d'eau chaude. Dans une étude de RTE, on trouve que les ballons d'eau chaude permettent de décaler à la pointe 4 gigawatts. Bon, c'est bien, mais très vite, dès 2035, piloter les véhicules électriques permet de décaler pas 4, mais au moins 8, le double. Et en 2050, ça sera encore beaucoup plus. Donc on a un enjeu qui est considérable. Bon. Et un moyen très simple de piloter le véhicule, c'est de se connecter via le Linky au réseau, mais on peut également programmer la recharge tarifaire à partir du véhicule. C'est également facile à mettre en œuvre. Le pilotage dynamique, c'est un petit peu plus subtil. C'est une extension du pilotage statique. À la limite, le pilotage statique, c'est du pilotage dynamique au rythme des changements de tarifs. Pilotage dynamique, c'est changer sa recharge en fonction d'informations reçues à un rythme horaire ou beaucoup plus rapide. Le plus simple, c'est évidemment le pilotage tarifaire. Encore faut-il qu'il y ait des tarifs qui proposent une dynamique tarifaire de l'heure ou de la demi-journée, etc. Ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Mais on peut aussi avoir le souci de maintenir la puissance souscrite, la puissance appelée, dans les limites de la puissance souscrite. On retrouvera ça dans les bâtiments résidentiels collectifs. Et enfin, on peut contribuer à l'équilibrage du réseau, éventuellement en intervenant, en agissant sur des signaux qui seraient transmis par le réseau. Alors, le pilotage dynamique est quelque chose d'un petit peu plus compliqué que le pilotage statique à mettre en œuvre. Il faut pouvoir recevoir de l'information. Il faut aussi ne pas détériorer la qualité du service. Parce que c'est bien de décaler la recharge, mais enfin, peut-être qu'il faut quand même que le matin, par exemple, le véhicule soit chargé comme on le souhaite. Donc, il faut avoir accès aux données de la batterie. Ce n'est pas forcément très facile. Il faut permettre la communication entre la borne et le véhicule. Et, si possible, et j'y reviendrai, intégrer la borne ou l'infrastructure de recharge dans le système électrique du bâtiment. Ce pilotage dynamique est aujourd'hui peu répandu. On en parle, mais dans la pratique, en France du moins, ça existe que très marginalement. Un mot pour revenir sur le V2H ou le V2B. Dans le V2H, on utilise la capacité de la batterie comme, au fond, moyen de production, comme à certains moments de la journée, aux côtés éventuellement du panneau photovoltaïque, mais en complémentarité, puisqu'on va peut-être recharger la batterie à certains moments où l'électricité est bon marché abondante, et relâcher de l'électricité lorsqu'on a réellement besoin. Ce qu'il faut bien voir, et ce n'est pas suffisamment souligné, c'est qu'on change d'espace d'optimisation.
dans le pilotage tarifaire statique ou dynamique, on pilote la recharge de la voiture. Là, avec le V2H, on essaye d'optimiser l'écosystème du bâtiment ou de la maison. Donc c'est plus large, on a un espace d'optimisation qui est plus large. Bon, alors c'est plus compliqué, on y reviendra, il y a des conditions à remplir et nous on plaide pour que se généralise l'adoption de la norme ISO 1518-20, les spécialistes comprendront, et ça c'est un point fort que l'on voudrait souligner, il faut que la borne électrique et le véhicule deviennent un élément constitutif de l'écosystème du bâtiment. Tous ceux qui ont travaillé sur le bâtiment depuis des décennies, on nous bassine avec, avec la domotique, le pilotage des volets roulants, de l'éclairage, de l'eau chaude sanitaire, du chauffage, etc. Aujourd'hui, le véhicule électrique n'est pas dans cet écosystème, ne serait-ce que parce qu'il n'est pas dans la famille des protocoles qui lui permettent de communiquer. Donc il faut qu'il rentre dans la notion de smart building, de smart home, etc. La recharge V2G, nouvelle étape. On essaie d'optimiser au niveau du réseau. Alors là, c'est encore un petit peu plus compliqué. Il faut gérer répondre à pas mal de difficultés. Les gestionnaires de réseau sont des gens qui sont un peu exigeants sur ce qu'on rejette sur le réseau en termes de qualité du courant, etc. Il y a des problèmes réglementaires, fiscaux, d'où vient l'électricité qu'on réinjecte, etc. Et puis, il faut veiller traiter les problèmes de sécurité, mais c'est aussi vrai d'ailleurs pour le V2H. Et là, on a un organisme qui veille au grain qui est le Consuel. Et donc, c'est des choses qu'on néglige un petit peu. Il faut quand même y penser sérieusement. Ce point est en train d'émerger. Il y a des expérimentations chez Volkswagen, chez Renault, avec l'accord de la Creux, pour faire des expérimentations, on va dire pilotes, pour dégrossir le problème. Mais les études de RTE montrent qu'à un horizon pas immédiat, mais dans quelques années, les technologies de V2H et surtout V2G seront utiles pour l'équilibrage du réseau. Bon, alors, nous, notre objectif, c'était de voir quel est l'avantage de ces systèmes de pilotage pour les acteurs et en particulier pour les consommateurs. Donc pour faire ça, on a défini un certain nombre d'acteurs et de consommateurs, on a défini différentes hypothèses de pilotage, on s'est donné 2 horizons, 2024, situation actuelle, et le post-2026, j'expliquerai pourquoi, et on a retenu 3 hypothèses de prix et de tarifs. On a utilisé une méthode de scénario. Nous, on n'a pas les moyens, Équilibres Énergie, de faire tourner des grands modèles, etc. On a adopté une méthode de cas d'usage. On a pris l'exemple de Mme Michu qui achète un véhicule électrique, qui rentre le soir chez elle, etc., avec des occupants qui sont plus ou moins sédentaires, qui font du télétravail ou qui vont tous les jours à leur lieu de travail. Donc, évidemment, c'est plus partiel, mais l'avantage, c'est qu'on sait de quoi on parle. On a un cas concret qu'on peut analyser, chiffrer, vérifier, etc. Donc, on a défini 4 cas d'usage. Le cas d'usage type, c'est la maison individuelle. 114 mètres carrés, des années 2000, dans la zone H2B, avec un véhicule ayant 60 kWh. Bon, tout à fait classique. Et avec des variantes que l'on a testées, peut-être la possibilité de faire du bidirectionnel en V2H, l'impact d'un usage plus sédentaire, est-ce que l'individu est en télétravail, notamment, l'optimisation d'une production locale photovoltaïque, s'il y a des panneaux, option, et éventuellement, on a essayé de voir ce que pouvait donner le V2G. Ensuite, on a étudié le collectif, le tertiaire, l'entreprise. Je laisserai mon ami Servan Lassire pour vous en parler. C'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus subtil, et vous verrez ce qu'on a pu en tirer. 3 scénarios tarifaires. Aujourd'hui, on a fait des évaluations sur la base des prix actuels. Les prix avant la baisse annoncée de février, là, sur la base des tarifs réglementés qui étaient valables en 2024. Et puis, on a pris en compte l'eurocénisation qui est annoncée par la Creuse, c'est-à-dire la redistribution des heures creuses, avec l'intervention des heures creuses d'été, la systématisation des heures creuses en période méridienne les jours d'été, et par conséquent, une prolongation le soir, il va être plus difficile de bénéficier des heures creuses en fin de soirée. Et puis, alors, on a fait un exercice un peu compliqué.
par analogie à ce qui se passe dans les pays nordiques. Dans les pays nordiques, il y a des fournisseurs d'électricité. Il y en a un qu'on a choisi, à titre d'exemple, qui s'appelle Fortum, hein, qui propose des tarifs dynamiques, hein, qui sont très généralement utilisés, à Stockholm par exemple, où chaque individu reçoit la veille au soir à 17h sur son smartphone les prix horaires pour le lendemain. Et c'est très regardé. Hein. Pendant la crise de l'Ukraine, évidemment, tout le monde était branché sur son smartphone. Et aujourd'hui, ils en font surtout, pour tout vous dire, du pilotage manuel. Hein. En fonction des informations qu'on leur envoie, ils disent je vais lancer la machine à laver ou laver le linge à telle ou telle époque. Bon. Donc, on a pris ce scénario et on a recalculé, ça demandait du temps hein, quand même, un tarif calqué sur les principes de la Suède, mais adapté au cas français, notamment en termes de coûts de réseau et de taxes. Hein. Et donc, on a calculé heure par heure une grille tarifaire qui pourrait être hein, une grille tarifaire de tarification dynamique. Ayant fait ça, on a essayé de voir quel était l'avantage de nos différents modes de pilotage. Je ne reviens pas sur l'incidence du pilotage sur l'appel de puissance sur les réseaux. RTE a fait les calculs. Vous voyez que c'est considérable. On décale complètement avec le pilotage tarifaire simplement statique les appels de puissance sur le réseau. Nous, on s'est beaucoup intéressé aux avantages que le consommateur pouvait tirer d'un pilotage. Et là, je vous demande de regarder les graphiques de droite. Le pilotage tarifaire statique, nous considérons qu'aujourd'hui, avec les tarifs actuels, pour le cas qu'on a retenu, avec un véhicule qui a été décrit, 60 kWh, etc., dans une maison chauffée à l'électricité, c'est quand même important, on peut gagner 171 € par an, dont 91 € sur le kilowattheure et 80 € sur l'économie d'abonnement. Parce que quand vous avez une prise de 7,4 kW à domicile, ce qui est la règle générale, si vous arrivez avec un véhicule électrique un soir d'hiver où le chauffage électrique fonctionne, si vous avez que 9 kVA, ça ne va pas le faire. Il va falloir renforcer la puissance. Et par contre, si vous programmez intelligemment, vous pouvez éviter ce renforcement de puissance. Deuxièmement, on a considéré une hypothèse de prix avec euro-saisonnalisation. Alors ça, c'est très intéressant parce que l'euro-saisonnalisation, telle qu'elle est envisagée, rend encore moins optimale la recharge naturelle. C'est-à-dire qu'elle pénalise la recharge naturelle, mais si on se cale sur le système d'heure creuse tel qu'il se dessine, alors on gagne davantage. Et donc l'avantage passe de 161 à 206. Et enfin, si on peut faire du pilotage tarifaire dynamique sur la base du tarif que j'ai expliqué rapidement tout à l'heure, alors on peut aller jusqu'à des gains qu'on a chiffrés à 319. Pas rien, c'est 40% à peu près du coût total du véhicule électrique en exploitation. Alors, ça c'est très bien, mais on voit que dans un premier temps, par le pilotage tarifaire statique, on peut faire les 2/3 du chemin. Et pourquoi on ne les fait pas? Pourquoi le consommateur se prive-t-il de réaliser cette économie qui est très substantielle? On y reviendra au moment des conclusions. Bon, voilà ce que je voulais dire sur le premier cas. Je vais laisser la parole à Ah non, attendez, j'ai oublié quand même quelque chose, j'ai été un tout trop vite. Sur la maison individuelle, on a fait des calculs en V2A, j'ai été trop vite là, excusez-moi. On a fait des scénarios. On s'est dit, avec une batterie de 60 kWh, en règle générale, on peut, si on pilote bien, jouer sur des blocs de 15 kWh. C'est-à-dire, au fond, on supposait qu'on pourrait faire la partie purement mobilité avec 45. 15 dédiés au V2H. OK. Ça, c'est valable dans la plupart des cas de figure si on peut réinjecter les 15 kWh. En été, c'est plus difficile parce que les consommations sont moindres. Donc, en été, on peut peut-être jouer sur des blocs de 9 ou de 12. Donc, on a fait des scénarios. Dans deux cas de figure, selon que l'occupant était sédentaire, ou selon qu'il était un migrant journalier vers son travail. Et là, on change d'espace. C'est-à-dire que
on optimise la consommation de l'ensemble du logement. Et donc, par conséquent, on a des économies potentielles qui sont à la mesure des consommations de l'ensemble du logement. Et si en plus, on a le bon goût de pouvoir optimiser la gestion en tenant compte du photovoltaïque, ce qui suppose quand même que le véhicule soit là au bon moment. Donc c'est une solution qui est davantage adaptée pour des gens qui travaillent en télétravail ou qui vont à leur travail en transport en commun. Mais là, on en rajoute encore une marche aux avantages potentiels. Et in fine, ce qu'on démontre, c'est qu'en optimisant la consommation sur l'ensemble des logements, on peut arriver à compenser pratiquement exactement le coût de la recharge. Économie 100%. Voilà. Donc ça, c'est quand même un objectif qui est soumis à certaines conditions, mais sauf si nos calculs étaient inexacts, je crois que l'exemple est quand même fondé. Alors maintenant, je crois que je vais pouvoir laisser la parole à Servan. Alors, juste avant de laisser la parole à Servan-la-Cire pour la suite de cette présentation, je voudrais rappeler que, comme à chacun de nos événements, il y a la partie questions et réponses qui est dans la dynamique justement de nos événements. Et autant les personnes qui sont à distance et qui sont nombreuses aujourd'hui sur cette étude, n'hésitez pas, envoyez vos questions et on les fera passer effectivement à nos intervenants. Merci. À toi. Alors, après la maison individuelle, on s'est intéressé au collectif et au tertiaire. Donc, on a étudié 3 cas, le résidentiel collectif, le petit tertiaire collectif et le tertiaire mono-occupant, qui se représente l'essentiel de... Enfin, ces 3 cas, ça couvre tout ce que ne couvre pas la maison individuelle ou presque. Donc, si on regarde le résidentiel collectif, il y a 2 variantes. Il y a la variante où la borne va être pilotée par le réseau de distribution. Donc finalement, c'est des bornes individuelles. Et puis la variante où je vais faire appel à une entreprise, un intermédiaire qui va s'appeler The Plug ou autre, et qui lui va gérer l'ensemble des bornes ou un certain nombre de bornes de la collectivité, de la copro. Et moi, en tant qu'utilisateur du véhicule, je vais louer l'abonnement chez The Plug. Alors dans le premier, l'IRVE, donc c'est l'infrastructure de recharge du véhicule électrique, pour être tout clair, est exploité par le gestionnaire de réseau. Bien sûr, le véhicule to building et le véhicule to grid ne sont pas accessibles. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est complètement indépendant. Les bâtiments, le bâtiment et la borne, enfin le logement et la borne sont complètement indépendants, en tout cas dans la situation actuelle. Et donc, je vais faire au mieux vraisemblablement du pilotage tarifaire statique. Je vais déclencher la recharge de mon véhicule quand je suis dans les heures creuses. Et puis, dans l'autre cas, c'est un peu différent. Je vais avoir un intermédiaire. Et cet intermédiaire, ça va être celui qui va opérer l'ensemble des bornes de recharge de ma copro. Alors normalement, c'est une décision qui est prise en copro. Il y a une assemblée générale qui dit chacun a le droit de faire comme il veut et mettre ses chemins de câble dans la copro pour alimenter son véhicule. C'est le cas numéro 1, où la copro décide dans l'assemblée générale qu'on ne verra qu'une seule tête et il y aura un contrat qui va être signé avec un de ces opérateurs d'infrastructure de recharge et que tout le monde est prié d'utiliser cet opérateur d'infrastructure de recharge. C'est le cas de la mienne, donc je connais un petit peu le sujet. Ce qui est important dans ce cas-là, c'est que la gestion des puissances va être essentielle, puisque l'opérateur de recharge, lui, il va payer l'abonnement, il va payer l'électricité, donc il va essayer de faire en sorte de minimiser ses coûts vis-à-vis de l'énergéticien et du réseau de distribution, de prendre l'abonnement finalement le moins cher possible pour rester dans les meilleurs tarifs. Et puis, il va être mon intermédiaire. C'est-à-dire que moi, en tant qu'utilisateur, je ne vais pas voir les tarifs auxquels il achète l'électricité. Lui, il va mutualiser son électricité, ses achats sur un certain nombre de logements. Plus il va être gros, plus il va avoir de pouvoir de négociation vis-à-vis de l'énergéticien pour acheter son électricité la moins chère possible, pour négocier des horaires d'achat ou des tarifs dynamiques les meilleurs possibles. Mais moi, en tant qu'utilisateur, je ne vais pas les voir, puisque de toute façon, j'aurai un coût de recharge qui va être la version contractuelle qui aura été négociée entre ma copro et cet opérateur. Au mieux, au moment de le renouvellement du contrat, on renégociera, la copro renégociera. Donc il y a un intermédiaire qui rend la chose un peu moins transparente pour moi, utilisateur, puisque je ne bénéficie pas de tout... Enfin, je ne vois pas ce qui se passe sur les réseaux ou au niveau des énergéticiens.
Lui, ce qui va être intéressé, et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de gérer, de piloter dynamiquement la recharge, puisque il a un abonnement qu'il a souscrit auprès d'un énergéticien, il a une puissance souscrite auprès du réseau de distribution, il va essayer de rester là-dedans, donc il va jongler entre ce qu'il va donner à chacun de ses utilisateurs, et puis l'abonnement qu'il a souscrit pour rester dans les limites de l'abonnement. Donc lui, il va faire appel à du pilotage de la recharge sur les véhicules. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans ce cas-là, on peut être tenté de mettre de l'autoconsommation et de mettre des panneaux photovoltaïques. Alors, on a pris un cas qui est intéressant, on a pris deux exemples, qui sont en fait du résidentiel, du logement social. Parce qu'il y a une question importante, c'est que si j'ai des panneaux photovoltaïques sur le toit de ma résidence, vraisemblablement la personne morale qui possède ces panneaux photovoltaïques n'est pas la même que celle qui exploite les bornes. Et si ce n'est pas la même personne morale, je tombe dans l'autoconsommation collective. Et l'autoconsommation collective, c'est plus du tout intéressant par rapport à la recharge des véhicules électriques. Les calculs qu'on a faits, en tant qu'on a un coût de production d'environ 13 centimes du kilowattheure sorti des panneaux photovoltaïques, qui compte de l'amortissement des panneaux, enfin d'un certain nombre de choses, fait que le coût de l'électricité à l'arrivée est plus cher que de l'acheter directement chez l'énergéticien. Par contre, effectivement, si je peux avoir la même personne morale, là, j'ai plus d'autoconsommation collective, je passe dans une autoconsommation normale, et c'est beaucoup plus intéressant. Donc finalement, les enseignements qu'on tire là-dedans, c'est que si je suis une extension du réseau public, les avantages pour le consommateur sont similaires à ceux dégagés en maison individuelle. Il est préférable d'opter pour une borne à 7,4 kW parce qu'on va mieux tirer parti des heures creuses. Parce qu'une borne à 3,7, finalement, j'ai tellement débordé pour recharger mon véhicule que j'ai mes heures creuses, en particulier dans la tarification à venir, où j'aurai des heures creuses dans la journée et des heures creuses dans la nuit qui sont plus courtes l'été, fait que la tarification ne sera pas intéressante. Enfin, en tout cas, j'ai trop débordé sur les heures pleines pour que ça soit intéressant. Et ce qui est sûr, c'est que comme il y a indépendance entre la borne de recharge et le logement, je ne suis intéressé je suis motivé par aucune optimisation, moi, en tant qu'utilisateur. C'est-à-dire que je ne vais pas essayer de faire en sorte que mon ballot d'eau chaude, il ne démarre pas exactement à la même heure que mon véhicule électrique, puisque de toute façon, les deux choses sont complètement indépendantes et je ne maîtrise rien. Donc, c'est plutôt le gestionnaire du réseau de distribution qui, lui, va souffrir et qui va être obligé de s'adapter à ça. Ce qu'on dit, c'est qu'il serait intéressant de pouvoir fusionner sur un seul abonnement la borne de recharge et le logement. Mais ça veut dire créer une notion d'abonnement virtuel. Je conçois qu'au niveau d'un système d'information, c'est compliqué, mais ça veut dire, mais ça serait l'élément intéressant. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que dans le résidentiel, il est évident que dans notre étude, l'essentiel des gens, c'est soit ils commutent, c'est-à-dire que soit ils utilisent le véhicule dans la journée, ils sont là la nuit, soit le véhicule reste là toute la semaine, donc de toute façon ils vont charger une fois, puis après ça sera fini, le véhicule il va pas bouger. Soit ils l'utilisent un petit peu le week-end, mais il n'y a pas de recharge dans la journée ou quasiment pas. C'est uniquement dans du résidentiel, c'est uniquement de la recharge la nuit. Si l'RVE est exploité par un opérateur privé, le pilotage, c'est la responsabilité de l'opérateur. C'est ce que je dis tout à l'heure. C'est que sa priorité, ça va être de négocier des conditions de fourniture avantageuses au niveau des énergéticiens en mutualisant tous les immeubles dont il est à la charge, et puis de gérer la puissance qu'il va avoir souscrite auprès du réseau de distribution pour ne pas la dépasser. Alors, si on peut gérer une autoconsommation collective en lui déléguant les panneaux sur le toit de la résidence, là, ça devient intéressant. Si on ne peut pas gérer de l'autoconsommation, on passe dans l'autoconsommation collective parce que ce n'est plus une autoconsommation où il sera la même personne morale qui postera les panneaux et qui exploitera les bornes, il n'y a pas d'intérêt à le faire. Et bien sûr, le B2B n'a pas d'intérêt dans ce cas-là, puisque le building, c'est encore une autre personne morale et c'est des parties communes. On peut imaginer qu'à moyen terme, le V2G, parce que lui possédera un gros parc de véhicules, pour être intéressé pour utiliser ces véhicules, en particulier dans du résidentiel, les véhicules qui restent là toute la journée, qui sont utilisés que le week-end, ça pourrait être intéressant de les utiliser dans une opération de V2G à moyen terme quand ça sera développé. L'autre sujet qu'on a regardé, finalement, qui est assez proche de celui-là, mais un peu miroir, c'est le tertiaire multi-occupant. Alors, ça, c'est
énormément, c'est très très répandu, le tertiaire multi-occupant, vous en trouvez partout, hein. Il y a énormément de petites entreprises, de PME, ou d'établissements d'une grande entreprise qui ont quelques bureaux ou un étage dans un immeuble de bureaux, et vous avez un propriétaire qui va gérer, qui loue en fait les mètres carrés à ses occupants, et avec souvent des occupants qui viennent, qui ont des besoins, qui changent, hein. Moi j'étais responsable de ça. J'étais patron de filiale et occupant des locaux. On passe son temps à négocier des places de parking en plus ou des places de parking en moins. C'est jamais très stable. Donc l'IRVE va souvent, dans ce cas-là, bien sûr, être exploité par un exploitant qui va être commun à tout le monde, parce que le propriétaire, il ne va pas laisser chacun gérer ses bornes, ses chemins de câbles dans son bâtiment. Soit il va souscrire avec un The Plug ou un opérateur qui va gérer, soit il va gérer lui-même si c'est un gros exploitant de locaux. Les véhicules vont plutôt être présents aux heures de bureau et il n'y en aura quasiment pas la nuit. Donc c'est vraiment le miroir du résidentiel collectif. Ce qu'on a regardé, c'est que finalement, dans ces cas-là, il y a peu d'intérêt sur une tarification dynamique. Les calculs qu'on a fait ont montré que la tarification dynamique n'est pas tellement intéressante. Ce qui est intéressant, c'est une tarification horaire, statique en fait, qui est liée aux heures pleines, aux heures creuses, en particulier l'utilisation des heures creuses à venir d'été, parce que là, il y aura typiquement, vous rechargez dans la journée, et les heures creuses d'été qui vont arriver à partir de 2026 sont extrêmement intéressantes dans ce cas-là. La gestion d'une production photovoltaïque n'a pas été envisagée, mais par contre, s'il y a un mandat de gestion qui est donné à l'opérateur de recharge, ça peut être intéressant. Et si c'est le propriétaire qui l'exploite, c'est encore plus intéressant. Donc là, il y a un réel sujet à regarder. Alors ceci dit, il ne faut pas rêver non plus. La quantité de panneaux photovoltaïques qu'on peut mettre sur un tertiaire collectif en ville, c'est pas énorme. Il n'y a pas d'ombrière, il n'y a pas un grand parking en général, et ça ne générera pas non plus des gains fabuleux pour des raisons de manque de place, parce que le toit aussi est occupé par un certain nombre de choses qui empêchent souvent de mettre des panneaux photovoltaïques, en fait d'en mettre une quantité intéressante. Donc si on regarde les enseignements, pareil, la gestion de la puissance appelée va être primordiale pour limiter les surcoûts. Parce que là, vous allez vous trouver des situations où vous avez un réseau de distribution, mais vous avez souscrire des abonnements séparés pour tout ce qui est bornes de recharge. La gestion des bornes de recharge va être un abonnement séparé. Donc vous êtes obligé de piloter pour souscrire au minimum la puissance souscrite, pour la réduire le plus possible, la puissance souscrite. Donc la puissance appelée, la gestion va être primordiale. Les heures creuses diurnes peuvent être utilisées au mieux, et ça c'est un enseignement extrêmement intéressant. La recharge entreprise, globalement, est plus avantageuse pour l'utilisateur que la recharge à domicile, sous réserve qu'on lui donne accès. Et l'intérêt pour l'employé, ça dépend du contrat signé, bien sûr, avec l'opérateur de recharge, parce qu'il y a une question de transparence qui n'est pas claire. Hein. Ça dépend ce que le patron, ce que le dirigeant de l'entreprise aura signé avec l'opérateur de recharge, ou le propriétaire aura signé avec l'opérateur de recharge. Mais globalement, ça peut être plus avantageux. Ça dépend aussi de la refacturation ou non par l'employeur au collaborateur. Ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui, donc ça peut être encore plus intéressant, surtout si on reste dans la situation où ce n'est pas considéré comme un avantage à nature. Mais les systèmes actuels, en tout cas les opérateurs de recharge qu'on a interrogés, disent qu'on peut refacturer très facilement à l'usager, et c'est très facile à faire, donc c'est quelque chose qui est déjà envisagé. Donc il y a un réel intérêt sur ce résidentiel sur le tertiaire multi-occupant, à gérer les bornes, et pour l'utilisateur éventuellement à se recharger dessus. Alors, le dernier cas qu'on a regardé, et qui finalement, pas forcément le plus répandu, mais peut être très emblématique, c'est le tertiaire mono-occupant, et particulier les grands sièges d'entreprise ou les entreprises industrielles. Alors, il y a quelques cas en centre-ville, mais tout le monde a en tête les grands campus qu'on a en périphérie urbaine. Et l'intérêt de ça, c'est que tout le monde est derrière le même compteur. Et celui qui va gérer l'ensemble de l'utilisation, de l'électricité, de l'abonnement, ça va être le propriétaire ou le locataire principal du bâtiment. Pas toujours le propriétaire, mais ça peut être le locataire principal, le locataire unique du site. Donc, on va trouver des situations variées, tertiaire en centre-ville, les grands établissements industriels, les sièges d'entreprise dans les nouveaux quartiers. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va trouver un mélange de véhicules.
on va bien sûr avoir des véhicules de fonction, des véhicules des collaborateurs, des véhicules de service qui vont arriver souvent à se recharger la nuit. L'entreprise aura la responsabilité de l'IRVE, puisqu'on voit qu'il y a une seule tête, donc c'est en général elle qui va les gérer, ou éventuellement qui va déléguer, mais sur un contrat bien tenu, pas transparent, bien transparent avec le gestionnaire. Et par contre, c'est clair que il y a tout un immense intérêt à ce qu'on puisse piloter directement la recharge et piloter la recharge des véhicules, puisque on va pouvoir largement optimiser l'ensemble. Alors, si on regarde les enseignements, on a fait des calculs, et en particulier, on a pris des données réelles de bâtiments, et d'un bâtiment de 14 000 m² dans la région lyonnaise, avec un pas, on a eu plusieurs années qui nous était fourni par un de nos membres, avec les consommations au pas de 10 minutes. Donc on a pu vérifier un petit peu ce que ça donnait. Et ce qui est clair, c'est que sur un bâtiment tertiaire, son pic de consommation, il l'atteint très peu dans l'année. Il l'atteint quelques semaines par an, et encore dans les quelques semaines par an, c'est quelques jours sur ces quelques semaines par an. Donc la réalité, c'est que si on pilote bien la recharge des véhicules, c'est l'enseignement qu'on a tiré, si on pilote bien la recharge des véhicules, on peut retarder jusqu'à 2035-2040 une augmentation de puissance. Ça sera beaucoup plus plat pour le réseau de distribution, il y aura moins de foisonnement, mais par contre, on peut vraiment, vraiment bien lisser, bien jouer sur la courbe de consommation du véhicule électrique et la consommation du reste de bâtiment pour éviter et avoir 2 ou 3 jours par an, peut-être 5-6 jours, où il y aura un réel problème. Et on sera obligé de dire aux collaborateurs qu'on ne peut pas recharger complètement. Mais c'est vraiment très très limité. Et c'est un des principaux enseignements qu'on a retiré, c'est cette pointe de consommation qui est quand même assez fine et qui permet de bien optimiser. Ce qui est sûr aussi, c'est que ces grands groupes, ils ont des tarifs qui sont optimisés et on peut vraiment avoir des coûts négociés sur les grands sites et réduire la facture pour les IRVE. Ça, c'est très clair. Et on peut aussi on aura en général, en particulier si c'est hors centre-ville, une production photovoltaïque assez importante avec des ombrières pour les parkings, des panneaux sur les toits. Et là aussi, il y a un réel intérêt à jouer sur l'ensemble. Donc quand on pilote tout ça, on a vraiment une optimisation. Et si on regarde un peu les tarifs, les prix de revient de recharge, donc j'ai l'exemple du TRV, et si on regarde le collaborateur, le mono-occupant, c'est beaucoup plus intéressant, et en particulier, les véhicules de service, ils se rechargent la nuit, tout est payé, et ils ne payent que l'électricité, tout le reste est amorti et payé par les autres, et c'est vraiment un coût incrémental. Voilà, je repasse la parole à Jean-Pierre pour les recommandations qu'on a tirées de cette étude. Oui, merci Servan. Oui, vous trouverez dans le rapport toutes les conclusions qui sont tirées. Vous voyez que c'est assez complexe. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans chaque cas de figure, il y a des gisements d'efficacité. Il y a des gisements qu'il faut chercher à explorer. Le principal, c'est que le pilotage tarifaire statique doit être généralisé. Ça doit devenir impérativement la solution par défaut. Je rappelle, pour ceux qui l'ont oublié, que le pilotage des ballons d'eau chaude, ça remonte à 1963. À l'époque, ça a été le démarrage de la tarification universelle en France de l'électricité, qui auparavant était tarifée département par département. Et cette tarification universelle s'est accompagnée de la création des heures creuses. Et c'est quelque chose qui est toujours très important dans le système électrique. Mais dans nos véhicules électriques, il y a 2 différences. L'enjeu en termes de déplacement de puissance est beaucoup plus important. C'est 2 fois en 2035, peut-être 6 fois en 2050. Et deuxièmement, ça ne vous a pas échappé que le ballon d'eau chaude, il restitue que de l'eau chaude, tandis que la batterie, elle restitue de l'électricité. Donc, on a un enjeu qui est considérable. Et le véhicule électrique, c'est le ballon d'eau chaude des temps modernes. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut impérativement valoriser. Et ça passe par des campagnes de sensibilisation de la part des pouvoirs publics, dans le cadre des politiques d'efficacité et de sobriété, mais peut-être aussi à des dispositions réglementaires, de telle sorte que les bornes pilotables deviennent la règle générale et ne soient plus une option bénéficiant d'un crédit d'impôt. Nous avons vu que l'euro-saisonnalité va dans le bon sens, ça ne sera pas perçu
comme un progrès par tous les consommateurs, parce que pour ceux qui ne pilotent pas, je répète, ça va entraîner une désoptimisation accrue, hein, mais ils n'ont qu'à piloter. La connexion directe au compteur communicant facilitera certainement, nous en sommes convaincus, la tâche consommateur. Ce n'est pas l'option unique, mais on a des compteurs Linky en France, qui n'est pas le cas dans bien d'autres pays voisins. Profitons-en. Ne pas exclure le piratage tarifaire dynamique, donc l'accès aux fournisseurs d'imaginer des solutions tarifaires intéressantes. En résidentiel collectif, Servan l'a dit, il y a une piste qui est quand même intéressante, c'est de dire est-ce qu'il ne faudrait pas donc fusionner sur le plan virtuel au moins l'abonnement du parking avec l'abonnement de l'appartement. Encourager la recherche sur le lieu de travail. Alors là, je ne sais plus où on en est maintenant, parce qu'il était question qu'à compter du 31 décembre de cette année, l'avantage en nature, que la recherche sur le lieu de travail soit inclus dans le décompte des avantages en nature. Est-ce que c'est... L'arrêté est sorti ? Bon, très bien, très bien. Et puis, ouvrir la voie à la recharge bidirectionnelle. Je ne vais pas refaire l'exposé. Il y a un gisement de Concorde, plus important. Il y a des conditions à remplir, hein. Des normes, des études, on n'a pas parlé, mais achever les études en cours sur l'impact sur les batteries, etc. Les problèmes de sécurité, les codes techniques de réinjection, tout ça demande du travail, il faut s'y mettre, hein. Et voilà, et dernier point, je répète, intégrer le véhicule électrique dans l'écosystème du bâtiment. Considérer que c'est une partie maintenant fondamentale de bâtiments intelligents, du smart building, de la smart home, etc. Bien, merci Jean-Pierre, merci Servan. Je vous demande de vous installer sur le podium pour pouvoir répondre aisément à l'ensemble des questions. Alors déjà, beaucoup de questions venant de l'extérieur, mais on va faire comme pour les ateliers débats, n'est-ce pas Isabelle ? Bienvenue également, merci de nous avoir rejoints. Et on va effectivement alterner pour que tout le monde puisse avoir le maximum de questions posées. Donc je vais démarrer avec des questions de la presse qui sont à l'extérieur et qui sont à distance. Jean-Louis de la Salle, cabinet de conseil IDEAS. Je ne doute pas que l'on fasse fonctionner V2H ou V2G, mais n'est-ce pas une folie d'ingénieur ? Le prix du déploiement est élevé par rapport aux économies attendues. Je note que l'on n'est déjà pas capable de faire des heures creuses plus efficaces qui ne nécessitent aucune installation supplémentaire et par extension, zéro dépense. Qui répond ? Oui, d'abord je dirais que les rêves d'ingénieurs deviennent souvent des réalités. Donc, par conséquent, il faut avoir quand même une vision un petit peu prospective des choses. Nous, on a bien dit dans notre exposé qu'il y avait un séquencement des choses à organiser, que les méthodes les plus immédiates, avec un effet considérable, c'était le pilotage tarifaire statique, mais, et les études de RTE le montrent, viendra un moment où on aura besoin d'aller plus loin, donc de déployer des technologies de V2H et de V2B. Je ne crois pas que ce soit un rêve d'ingénieur. Au point de vue pilotage et des techniques de pilotage, on fait quand même des choses beaucoup plus compliquées, hein. Bon, mais il y a des conditions à respecter que j'ai listées. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il faut faire les études, apporter des réponses aux questions de normes, de sécurité, etc. Bon. Est-ce qu'il y a une question complémentaire de celle-ci ? Alors, je vous apporte le micro. Bonjour, Joël Touré du think tank Futura Mobility, donc plutôt sur la mobilité, moi. J'avais deux questions, une un peu en relation. Vous avez dit tout à l'heure qu'on saura pourquoi les gens ne le font pas. Et je ne crois pas que vous ayez... Pourquoi les gens n'optimisent pas heure creuse, heure pleine plus que ça ? Je n'ai pas dit qu'on saura, j'ai dit qu'on constate simplement. Ah, d'accord. C'est J'ai cru comprendre que vous aviez récente une réponse d'Enedis sur le comportement des utilisateurs qui montre qu'il y en a un tiers qui déclare piloter, on ne sait pas trop. Puis il y a un tiers qui déclare qu'il pilote, hein. Voilà, c'est tout, c'est un fait, hein. Mais je pense qu'il y a un défaut d'information. Les gens ne sont pas suffisamment informés de promotion de l'enjeu qui s'attache au pilotage. C'est tout. Okay. Deuxième question, est-ce que vous savez s'il y a des entreprises, des start-up, si vous avez quelques noms
de start-up ou d'entreprises qui commencent à se mettre sur ce sujet. Alors moi, j'en connais une, mais j'en connais qu'une, qui s'appelle Fractal Energy. Mais je pense qu'il y en a d'autres, et je voulais savoir un peu s'il y a une innovation, enfin, si vous voyez dans le panel d'entreprises qui sont autour de vous, ou que vous connaissez des gens qui innovent sur le sujet et qui commencent à être capables d'offrir ce genre de service. À quel niveau alors, soit pour des particuliers, je pense que c'est plus facile, soit pour du collectif. Le pilotage statique, il existe. Ça. Il suffit de le mettre en œuvre. Ça, c'est oui, non, je parle plutôt du V2H, en l'occurrence. Alors, je laisserai peut-être sûrement réfléchir, mais nous avons, dans notre orbite, un grand constructeur, Volkswagen, qui propose déjà des solutions en V2H. Hein. C'est écrit dans le rapport. Hein. Éventuellement, s'il y a quelqu'un de Volkswagen dans la salle, il pourra y répondre. Hein. Et puis, vous avez aussi du côté de Renault, plus qu'une expérimentation, la solution de la Renault 5 e-Tech avec la bénédiction de la Creux qui commence, hein, qui doit, je crois, peut-être à compter de la mi-2020, la moitié de l'année 2025. Mais alors, sur l'écosystème des PM, des startups, ça, je ne saurais pas trop vous dire. Peut-être que Servant, tu as... On va récupérer ta petite manette. T'en as besoin de ta manette? Non, la petite moulette. Je pense que c'est un petit peu tôt, parce que le V2H, enfin, la capacité des véhicules à restituer de l'énergie, commence seulement à arriver, avec Renault et avec Volkswagen, donc c'est encore expérimental chez eux. Il y a Drive, oui. Mais avant qu'il y ait un écosystème de start-up qui se mettent à développer des solutions permettant d'optimiser la maison et d'utiliser ces fonctions de véhicules to home pour optimiser la maison, il faut quand même attendre qu'il y ait un peu plus de véhicules équipés pour qu'elles puissent s'y intéresser. Mais ça va venir très certainement. Enfin, moi, j'en ai vu beaucoup à l'étranger, en particulier au Japon, donc je ne vois pas pourquoi est-ce que quand on aura plus en France, on n'est pas aussi notre écosystème de start-up qui va très vite se créer. Il y a eu les opérations expérimentales menées par Drive, mais avec le protocole CHAdeMO, hein, qui était déjà réversible. Hein. Il y a eu de côté Renault l'opération pilote qui a été menée sur l'île de, comment ça s'appelle, à Madère, de Porto Santo, quelque chose comme ça. Hein. Donc il y a quand même des choses. Il y a déjà un petit fond de connaissances qui s'est établi. Hein. On va continuer les questions. Laurent Sifou, Groupe Atlantique. Quel est l'impact sur la durée de vie des batteries, de la réinjection sur le réseau? Est-ce que la réinjection ne va pas être perçue comme un frein qui s'ajoute à la peur de ne pas avoir son véhicule suffisamment rechargé au moment de quitter le bâtiment? La réponse pourrait se faire dans les deux sens, je crois, autant dans la salle. Ouais, je crois que sur le dernier point, c'est non, parce que tous les systèmes qu'on voit, y compris chez The Plug, il y a toujours une possibilité de forcer. Quand on prend un opérateur de recharge pour du résidentiel collectif, il vous dit bien qu'il va recharger et que ça sera piloté, et puis il vous dit aussi que si vous voulez être sûr de pouvoir être chargé le lendemain matin et que vous avez possibilité de passer en manuel et de forcer la recharge, c'est plus cher, mais il y a toujours possibilité de forcer. Là pareil, ça sera forcément il y aura un choix pour l'utilisateur. Personne ne va déployer un système en disant il y a une chance sur 10 que vous ne puissiez pas partir travailler le lendemain matin, quoi. Ça n'a pas de sens. Donc il y aura une possibilité de forcer la recharge. En fait, tous les systèmes qui vont être développés l'auront. Donc, je ne crois pas qu'il y ait d'inquiétude là-dessus. Et quant à l'usure des batteries, Jean-Pierre va peut-être prendre la parole là-dessus, mais c'est oui et non. En fait, aujourd'hui, on manque de recul pour savoir si vraiment il y aura une usure de la batterie, puisque dans une certaine mesure aussi, quelque chose qui n'est pas utilisé du tout, ça s'use tout seul, et le faire fonctionner un petit peu, parce que c'est pas du 100%, on va pas décharger les véhicules, il a jamais été question dans le véhicule to building ou véhicule to home de dire je vais passer de 100 à 0 et puis après je recharge dans les 2 heures qui viennent. Non, c'est d'utiliser une partie marginale de la batterie pour pouvoir compléter et avoir plusieurs véhicules qui permettent de le faire éventuellement dans le bâtiment pour pouvoir fournir une puissance complète, mais il n'a jamais été question de décharger complètement le véhicule. Donc l'usure de la batterie vraisemblablement sera marginale. Alors on attend d'avoir des chiffres plus complets là-dessus, mais vraisemblablement ça sera relativement faible.
Est-ce qu'un grand constructeur de batterie veut compléter, donner une réponse complémentaire? Oui, merci. Zalmanski, de la société donc CATL. Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, effectivement. À plus forte raison, puisqu'on parle beaucoup du LFP aujourd'hui, où les niveaux de cyclage permettront effectivement, de façon absolument sans contrainte pour la state of charge ou même le state of health de la batterie, il n'y aura aucun problème. Et puis on travaille même aujourd'hui sur des chimies, alors je ne veux pas faire la pub particulièrement pour CATL, mais sur des batteries qui n'ont pas de dégradation sur les 3 ou les 4 premières années d'utilisation, à plus forte raison sur du LFP. Donc, et puis effectivement, dans la mesure où on ne va pas très profondément à la décharge de la batterie, à partir du moment où elle reste sur des plages d'utilisation, on va dire de 20 à 80%, il n'y a pas de dégradation notable. Donc je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Non, mais justement, tout ça, ça sera piloté. Et donc il n'y a absolument aucune dégradation possible liée à ce genre de système. Bien, on va aller dans la salle où il y a de la demande également de questions, puis après on reprendra l'extérieur. Oui, bonjour, François Desmarques, de la Fabrique écologique. Je voudrais revenir sur la question des tarifs dynamiques qui permettraient donc de faire suivre le rythme de recharge ou éventuellement l'appel au vehicle to home ou au vehicle to grid, les variations de tarifs sur le système électrique. Il est clair que la montée en puissance des renouvelables variables ou intermittentes va s'accompagner d'une différenciation tarifaire très importante entre des périodes de prix négatifs ou quasiment nuls et puis des périodes de prix probablement beaucoup plus élevées. Et il est clair qu'aujourd'hui, on n'a pas ce signal-là sur les contrats que nous proposent les fournisseurs d'énergie. Mais ça va venir. Et donc, quand on est dans une démarche prospective, il faut intégrer, je pense, cet aspect-là. Et ça pourra jouer un rôle très, très important dans les stratégies de recharge. Alors, il y a la question de la tarification et la question de Linky qui est au milieu de tout ça. Linky compte les consommations par tranche horaire en fonction des tranches horaires qui correspondent aux tarifs des fournisseurs. Hein. Et aujourd'hui, il y a 10 index possibles sur Linky. Donc ça veut dire qu'il y a 10 tarifs possibles. Enfin, Linky peut compter sur 10 tarifs possibles en fonction des notifications qui passent par le système d'Enedis et qui arrivent à votre compteur. Donc aujourd'hui, c'est utilisé pour heures pleines, heures creuses. Il vous compte les heures pleines, il vous compte les heures creuses. Quand vous avez un contrat tempo, la veille au soir, il va basculer, il va compter les heures pleines tempo qui sont beaucoup plus chères. Donc il sait déjà faire ce genre de choses et il pourrait avoir 10 niveaux tarifaires. Et alors, on peut, avec Linky, de cette façon-là, avoir une façon automatique de générer des signaux qui pourraient être pris en compte dans la recharge. Vous pourriez programmer chez vous que quand le tarif il est noir ou rouge, vous ne chargez pas. Quand il est bleu ou vert, vous chargez. Voilà. Et puis on peut en avoir 10 comme ça. Alors, ça n'est pas compatible, me semble-t-il, avec des tarifs horaires. Parce que là, il faut 24 heures différentes dans la journée. Et l'exemple suédois me semble incompatible avec l'utilisation automatique de Linky comme vecteur de l'information tarifaire. En revanche, en limitant un petit peu le nombre de plages à 10 et en ayant peut-être des plages horaires par 2 heures ou par 3 heures, beaucoup plus fines, disons, que ce qu'on a dans les tarifs heures pleines, heures creuses, et activables jour par jour, la veille au soir, comme pour Tempo, on pourrait très bien utiliser ce signal tarifaire pour piloter la recharge sans aller chercher une grande complexité. Voilà. Alors, on oppose souvent le statique et le dynamique. Mais c'est un peu intermédiaire ce que je dis entre le statique et le dynamique, c'est-à-dire qu'on est dans du signal quasi statique qui vient par Linky et qui ne nécessite pas d'opération particulière, mais on est quand même capable demain,
quand les tarifs seront fortement différenciés, d'adapter la stratégie de recharge au système réseau sans passer par des choses très complexes. Alors, on trouve nulle part la trace de cette problématique-là et je voulais savoir si vous en pensez. Je voulais savoir ce que vous pensez de ça, c'est-à-dire est-ce qu'on peut utiliser pleinement Linky comme moyen de transmettre des informations tarifaires, de compter des consommations et donc avec un petit boîtier de programmation derrière, de décider à quelle heure on a, en fonction du tarif, envie de charger son véhicule. Merci. C'était presque une deuxième présentation, mais on ira à la deuxième question après. Oui, non, c'est une très bonne remarque, hein, bien évidemment. Donc, c'est des sujets qu'on va pouvoir approfondir. La remarque est pertinente. Est-ce que le Linky actuel est compatible avec une tarification dynamique telle qu'on la connaît dans les pays nordiques, hein? En premier niveau, on nous a dit oui, mais il faut qu'on approfondisse, hein. Je rappelle quand même comment ça fonctionne dans les pays du Nord, parce que c'est intéressant, le modèle, hein. On vous dit, vous pouvez choisir une tarification dynamique. Vous recevrez, comme je l'ai mis sur l'image, le tarif à 17h sur votre smartphone pour le lendemain, heure par heure. Et vous vous adoptez en conséquence. Mais il y a quand même un avantage, c'est que vous pouvez, si vous voulez, en même temps, avoir un tarif fixe, du type heure pleine, heure creuse. Mais le différentiel tarifaire, le gain moyen, est de l'ordre de 20% pour la partie fournisseur, hein, 20%. C'est-à-dire qu'au fond, on renvoie vers le consommateur une partie du risque. On lui dit, vous acceptez qu'à certains moments de la journée, le tarif soit plus élevé. Et dans la pratique, les gens préfèrent prendre ce risque plutôt que de payer de façon systématique 20% de plus, hein. Donc c'est ce modèle qu'on a transposé dans nos calculs. Alors effectivement, la question est pertinente. Est-ce que le Linky peut suivre cette modulation? Bonne question, on la prend et je pense qu'on pourra l'approfondir avec nos amis d'Enedis. Alors, on fait de l'alternance, hein, avec les questions, bien sûr, ça va arriver. Christophe Journet, MPE Média. Où en est-on de la formation des électriciens français pour les métiers de la pose et de la maintenance des installations de recharge, tant dans les maisons individuelles que pour les entreprises? Les deux se regardent. Pour les entreprises, c'est clair que ça progresse parce que vous avez des grands groupes et des professionnels qui interviennent et il n'y a pas de... Eux, ils forment leurs collaborateurs et il y a tout un écosystème qui se met en place, qui a été mis en place et qui existe. Donc je n'ai pas d'inquiétude. Pour la maison individuelle... La maison individuelle, souvent les vendeurs de véhicules vous recommandent de vous mettre sur une piste, hein. Donc si nous avons dans la salle des constructeurs automobiles, ils sont peut-être mieux à même de répondre comment est-ce qu'ils choisissent éventuellement leurs partenaires, hein, pour faire en sorte que le client soit satisfait du service rendu, hein. Moi c'est mon cas. Quand j'ai acheté un véhicule électrique, je dirais pas une honorable marque, hein, le constructeur, j'ai pas eu à chercher, il m'a orienté vers un installateur et j'en étais très satisfait. Bon, alors, je crois que c'est la voie naturelle, hein. On a toujours, s'il faut qu'on cherche ensuite, aller selon des critères, les avis sur Internet, Google, etc. Donc j'ai tendance à renvoyer les questions vers les constructeurs. Bien, encore une réponse à l'extérieur, enfin une question, pardon. Thomas Roilet, Solis Métropole. Le pilotage en V2X devient natif dans tous les équipements. Partagez-vous l'idée que ce sont les contraintes réglementaires et administratives qui ralentissent ou alourdissent le mouvement? Attendez, là... Le V2X. Oui, il y a toujours, c'est que la formule des syllogismes. Il faut vérifier la validité de la prémisse, là. Le V2X, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est rempli, c'est généralisé, c'est quelque chose de... C'est quelque chose qui doit être travaillé, je l'ai expliqué, il faut répondre à un certain nombre de questions. Donc je ne comprends pas bien les questions. On n'est pas dans un stade où aujourd'hui le V2X, V2H ou V2G est opérationnel. Est opérationnel. Non. Donc il y a encore de l'attente pour ce sujet, cette partie-là. Mais notre message, c'est qu'il faut travailler sur le sujet parce qu'on en aura besoin, mais sans attendre, mettre en place les modes de pilotage plus simples. Mais qu'est-ce qui ralentit ?
Et bien, tous les problèmes qu'on peut repasser le slide, mais il y a un tas de problèmes à regarder. Il faut organiser la liaison bidirectionnelle entre la borne et le véhicule, hein, et en particulier implémenter au moins le chapitre de la norme ISO 1518-20. Ce qui va devenir obligatoire pour les bornes publiques. Hein. Dans la nouvelle variante de la réglementation AFIR, on voit apparaître la norme 1518-20 pour les bornes publiques. Maintenant, dans les bornes domestiques, ce n'est pas encore le cas. Hein. Donc il faut ça, il faut pouvoir organiser qu'il y ait des protocoles de communication qui soient normalisés, il faut regarder les questions de sécurité. Il faut que l'électronique du véhicule soit adaptée aussi. Absolument. Donc c'est un chantier, ça, mais on a un petit peu de temps quand même. Et il faut se féliciter que Volkswagen, Renault lancent des projets pilotes dont on va pouvoir tirer les enseignements. Donc à votre étude, il y aura une suite. C'est une saga. Vous avez vu où on en est de la consommation, de l'impact du véhicule électrique sur le réseau, sur le système électrique. Aujourd'hui, c'est 4 TWh. J'ai complété ce qu'a dit Jean-Pierre, c'est le V2G, les études, tout le monde est à peu près d'accord, c'était marqué dans un des slides d'ailleurs, ça aura un sens, ça sera très utilisé quand il y aura des agrégateurs de toutes ces petites puissances disponibles en réinjection pour le mutualiser au niveau d'un pays. Donc ça va aller de pair avec d'abord la variabilité, l'arrivée des NENR intermittentes en grande quantité, mais aussi avec le déploiement du parc de véhicules qui va venir. Donc tout ça c'est un écosystème qui se met en place. Ça ne se met pas en place du jour au lendemain. Il y a peu de travail, mais il y a un réel intérêt. Si on regarde la quantité de véhicules, le déploiement du parc, la capacité de réinjection que ça va générer, c'est énorme. Et donc c'est vrai qu'il y aura un marché, il y aura un besoin, mais ça va venir progressivement. Bien. Eva Gomez, rôle média. En résidentiel collectif, vous semblez recommander en priorité l'installation individuelle par rapport à l'installation collective. Mais n'y a-t-il pas un risque de surcharger le point de livraison du bâtiment si on multiplie les installations individuelles ? Alors, on n'a pas recommandé. Hein. Si j'ai laissé penser ça, c'est une erreur. Il n'y a pas de préconisation. Après, chaque collectivité, chaque copropriété décide, parce qu'il y a des questions d'intérêt aussi, de chemin de câble à l'intérieur, de choses comme ça. Toutes n'ont pas forcément envie que tout le monde fasse son propre chemin de câble dedans. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Il y a simplement, si c'est géré par le distributeur, lui va piloter et va s'interfacer. Si c'est géré par effectivement un opérateur, il aura une souscription et il sera motivé par limiter sa souscription pour des raisons économiques. Mais on n'a rien recommandé du tout sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a pas de mutualisation entre le logement et le véhicule, personne n'est motivé pour lisser les charges et il y aura une consommation supérieure sur le point de livraison. Mais voilà. Merci, Servant. Merci. Jean-Baptiste Zang, d'Ignes, représentant de l'Alliance des industriels du numérique et des fabricants d'équipements électriques. Alors votre étude est très, très bien, c'est très complète. J'ajouterai un maillon qui est l'intérêt de piloter à l'échelle du site, donc les Energy Management Systems, dans le cas d'usage de la recharge de véhicules électriques en première version. Il y a un enjeu de ne pas dépasser la puissance de la puissance souscrite. Ça peut se faire à mon sens, par un système qui visualise l'ensemble des usages à l'échelle du site et qui lisse la consommation en heure creuse des différentes charges. Sinon, il peut y avoir un dépassement de puissance. Et ça a encore plus d'intérêt quand on est dans le véhicule to home, de prendre en considération la capacité du véhicule à réinjecter dans le logement et de déclencher d'autres charges sans systématiser l'intervention de l'occupant. Je vais intervenir sur ce que vous venez de dire. Premièrement, c'était sous-jacent dans ce que j'ai dit sur le tertiaire mono-occupant.
Quand j'ai dit on pouvait lisser la consommation, parce qu'on avait on avait parti sur des bâtiments réels et sur la consommation, et que finalement l'impact du véhicule pouvait être retardé si on pilotait bien le véhicule, c'est sous-jacent, sous réserve qu'il y ait un energy management system au niveau du bâtiment, parce que sinon on ne va pas piloter grand-chose. L'autre endroit où l'energy management system a une signification, c'est au niveau du logement individuel. Parce qu'il est évident que si derrière mon logement individuel, derrière mon compteur, j'ai mon véhicule et mon logement, j'ai intérêt à piloter et mettre du véhicule to building ou to home, même de la charge dynamique, j'ai intérêt à le faire si j'ai un energy management system au niveau de mon home. Par contre, c'est beaucoup plus difficile dans le résidentiel collectif, puisque j'ai un découplage entre chaque logement qui est une personne morale et mon véhicule qui est soit complètement indépendant dans le cas de l'IRVE géré par le gestionnaire de distribution, soit géré par une personne morale différente dans le cas où je fais appel à un gestionnaire d'infrastructure de recharge. Donc là, ça peut de sens. Ça n'a pas de sens de l'installer. Et pareil pour du tertiaire collectif, j'ai autant de personnes morales que j'ai de sous-locataires, et puis j'ai une personne morale qui va gérer, indépendante, qui va gérer mes véhicules. Et là, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Ça pas. Oui. Après, dans le tertiaire, les BACS peuvent gérer plusieurs PDL. Et un autre intérêt de l'EMS, c'est aussi de pouvoir récupérer les tarifs et de pouvoir piloter. Bon, pour l'instant, on y travaille pour des systèmes d'API pour pouvoir récupérer les tarifs des fournisseurs ou des opérateurs de flexibilité, pour pouvoir tenir compte de ces signaux tarifaires pour piloter la charge. Et pour répondre à monsieur, le Linky pourrait faire de la tarification dynamique, puisque le Linky peut relever en courbe de charge. Donc pour l'instant, les exigences de qualité de données ne sont pas au niveau pour utiliser la courbe de charge pour faire de la facturation, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver. Merci. Alors, je vais suivre les autres questions. Il y en a une qui aurait pu faire doublon, mais elle est quand même complémentaire. Guillaume Cailleux, Schneider Electric. Je vous remercie pour cette présentation et la mise en évidence des économies. Vous avez raison de promouvoir un pilotage global du bâtiment, incluant les IRVE. Toutefois, un pilotage de la consommation usage par usage a ses limites, car les consignes de pilotage peuvent se contredire et rendre l'exercice vain, voire les gains nuls. Il nous apparaît très important de continuer à inciter au pilotage centralisé, grâce notamment au décret BACS. Oui, mais je suis un peu étonné de la question parce que je croyais que c'était ce que nous avions préconisé, justement, d'intégrer le véhicule électrique dans le système global de gestion, dans le tertiaire, au travers des équipements BACS. Hein. Donc, M. Cailleux n'est pas là, mais là, j'ai du mal m'exprimer, mais c'est bien l'idée. Il faut faire rentrer le... Donc, vous êtes d'accord? Ben oui, eh ben 100%, voilà. bien sûr. Ce qui n'interdit, allons vers la synthèse. Ce qui n'interdit pas qu'il y ait des intérêts contradictoires entre le confort des collaborateurs et la charge des véhicules. Et c'est l'objet du pilotage d'essayer de gérer l'ensemble et de faire ensemble que ce soit... C'est pour ça que j'ai précisé, c'était complémentaire, c'est une information complémentaire qui conforte vos remarques. Oui, rebonjour, Zalmanski, CATL. Donc déjà, merci pour votre présentation, c'est extrêmement intéressant. D'autant que, comme vous le disiez, c'est très complexe. Vous avez beaucoup de données d'entrée. Moi, je voulais savoir s'il y avait une donnée d'entrée que vous aviez considérée. Et c'est pas vraiment pour le domicile, mais plutôt pour ce qu'on appelle le CNI, c'est-à-dire que le commercial et industriel, donc les bâtiments collectifs ou type grande surface. Est-ce que vous avez envisagé que sur les bornes, on puisse placer des batteries permettant encore plus de flexibilité? Vous parliez tout à l'heure du ballon d'eau chaude. Là, en permettant justement d'installer du photovoltaïque et de stocker. Des batteries à demeure, vous voulez dire, c'est ça? Absolument, au niveau des bornes de recharge. Ou même piloter, oui. Enfin, et ça même plus de souplesse. Voilà. On voit bien qu'il y a quand même... il peut y avoir concurrence entre l'usage de la batterie du véhicule en V2H ou V2G avec l'installation à demeure d'une batterie. Ça, c'est clair. Bon, on n'a pas approfondi cet aspect, mais notre idée, c'est quand même que
la batterie du véhicule a un caractère fatal. Donc autant commencer par l'utiliser. Hein, parce qu'une batterie additionnelle, ce sera un coût additionnel. Hein. Mais nous convenons que, effectivement, c'est un peu le cas en Allemagne. Il y a des batteries stationnaires qui se développent et par conséquent, il y a un problème de pilotage des deux capacités de stockage qui peut se trouver posé. Ce qu'il y a, c'est que dans certains pays comme l'Espagne, où il y a beaucoup de vent ou beaucoup de soleil, effectivement, là, la solution permet encore plus de souplesse et de réduire des coûts. Ça dépend des tarifs d'électricité et de la variabilité. En France, globalement, on a une électricité qui est relativement peu chère et une variabilité qui est relativement limitée. Donc l'intérêt d'avoir des batteries supplémentaires pour gérer ça est moins important qu'en Allemagne ou en Espagne, où l'excursion peut être beaucoup plus forte, ou dans les pays nordiques, où l'excursion peut être beaucoup plus forte, avec des tarifs beaucoup plus élevés sur la pointe. Alors, je ne sais pas si c'est une question, mais je crois qu'il y avait un complément d'information. Oui, bonjour, Mathieu Rubion, EDF. C'était pour répondre tout à l'heure à la question sur le pilotage dynamique, qui est aussi quelque chose qui est possible au niveau du compteur. Vous avez raison, vous évoquiez tout à l'heure les 10 index tarifaires. Il y a aussi des périodes mobiles qui aujourd'hui ne sont pas utilisées, mais qui permettraient finalement d'envoyer un signal, heure creuse solaire par exemple, et donc pour permettre de déclencher du coup un usage et sur une heure donnée. Et finalement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt qu'on va piloter les usages comme le véhicule électrique, mais plutôt avec des signaux externes, comme voilà, aujourd'hui les différentes solutions qu'on voit arriver, le V1J, soit à travers des signaux côté bande de recharge, soit à travers le véhicule directement, donc pour piloter l'usage spécifique. Bien, bah écoutez... Encore une petite question, parce que je crois que l'horloge tourne. Et si on veut respecter le temps imparti... Merci beaucoup de me redonner la parole. Non, c'est pas vraiment une question, c'est juste une toute petite remarque. L'investissement dans les batteries, c'est quand même des coûts et des financements absolument énormes. Aujourd'hui, les acheteurs de véhicules électriques consentent à financer des quantités de batteries importantes. Les batteries, c'est des métaux. Les batteries, c'est de l'investissement aussi en industriel, en émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc ça pèse dans les bilans écologiques sur l'effet de serre et autres. Et on a intérêt à optimiser l'investissement global de la nation en batteries. Bon, on va peut-être avoir à mettre des batteries sur le réseau pour aider à lisser le réseau compte tenu de l'intermittence des énergies. Les Espagnols, les Allemands et quelques autres ont des exigences probablement à plus court terme que nous, puisque nous, on a effectivement le nucléaire qui nous lisse notre production, mais on va aussi être obligé de se payer des batteries. On va se payer de toute façon les batteries des véhicules électriques. Et en plus, il n'y a même pas besoin de financement supplémentaire par rapport à ce que les particuliers vont payer, ou les acheteurs de voitures vont payer. On n'a pas besoin de faire appel à des crédits publics ou autres pour financer ça, sauf les quelques aides qu'on peut donner aux véhicules électriques. Donc, on peut mettre faut raisonner globalement sur le parc de batteries qu'on va se payer au niveau national, que la nation va se payer, soit à travers les particuliers, soit à travers le réseau. Voilà. Oui, et dans le rapport, vous trouverez donc un chiffre que je rappelle ici. Le parc 2050, ce sera à peu près 2200 gigawattheures de batteries en circulation. 2200 gigawattheures. La capacité de stockage des STEP, des systèmes de stockage hydraulique, aujourd'hui, c'est 100 gigawattheures. Donc, alors, je ne suis pas en train de dire qu'on va pouvoir utiliser des 2200, mais il y a un potentiel qui mérite d'être utilisé. Voilà, donc j'adhère tout à fait à la remarque qui a été faite. Bien évidemment, puisque le temps tourne, on va dire que nous sommes, Servan et moi, et aussi Olivier Lagrange, qui a beaucoup contribué à la réalisation de cette étude, nous restons de toute façon à la disposition des uns et des autres pour assurer le service après-vente. Merci. Déjà, un grand merci pour cette étude qui est très intéressante et merci aussi d'avoir mis l'accent sur la sécurité électrique. Je suis Elika Chalopin-Consuel. C'était par rapport en fait à l'étude, la question que vous posiez, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas plus de pilotage ? Alors j'ai un début de réflexion peut-être à apporter, c'est que déjà, alors que nous côté Consuel,
nous ne sommes pas positionnés, il n'y a pas d'exigence réglementaire, donc c'est exclu la maison individuelle de nos interventions. Cela étant dit, j'ai en mémoire une étude qui avait été faite en 2022 de mémoire par Enedis et qui précisait que dans les maisons individuelles, aujourd'hui, les particuliers n'installent pas dans la majorité des cas une borne de recharge et ils se rechargent effectivement sur une prise électrique classique. Partant de ce postulat-là, effectivement, on est très loin finalement d'un installateur électricien qui vient et qui a un niveau de professionnalisme et qui va vous donner des bons conseils. Et je pense qu'on a un début peut-être de réponse et de perspective en tout cas par rapport à ce secteur et le pilotage. Merci. Excellente remarque. Je crois me souvenir que les recharges sur les prises de la maison, là, je ne sais plus quel est le standard, c'est E10 ou quelque chose comme ça, c'est 50% des cas. Un phénomène de dépense marginale. On a acheté le véhicule électrique, on ne va pas se payer une borne. Ça. Donc là, il faut que les constructeurs incluent ça dans le prix du véhicule. Voilà. Alors, c'est à la fois une remarque qui peut être prise comme une question et qui sera certainement la dernière, puisque après nos amis Jean-Pierre Hoët et Servan-Lassire feront ensemble la conclusion. Cette question vient de Yves Dandon, Groupe Atlantique, un membre important du thermique et électrique entre autres. La présentation laisse penser que les chauffe-eau passeront après la charge du véhicule électrique. À ce jour, l'eau chaude sanitaire est déjà pilotée en grande partie. L'arrivée du véhicule électrique se placera donc en concurrence avec le chauffe-eau. Il faudra gérer cela. Qu'en pensez-vous ? J'en pense beaucoup de bien. On n'a pas du tout dit que le véhicule électrique va remplacer les ballons d'eau chaude. Non. Permettez-moi de m'insurger contre cette formulation. Pas du tout. On dit simplement qu'il y a un potentiel d'optimisation qui permet de gérer les deux. Et qu'aujourd'hui, l'électronique, les capacités d'intelligence qu'on peut installer dans une maison, dans un bâtiment, le permettent. Mais bien entendu, on est les premiers à soutenir qu'il ne faut surtout pas porter atteinte aux ballons d'eau chaude, comme certains voudraient le faire, sous prétexte que c'est de l'effet Joule. Non, pas du tout. Eh bien, à vous la parole pour conclure cette présentation. Écoutez, je crois qu'on a un peu fait le tour du sujet. On voit je reviens à ma courbe là, sur la croissance des consommations, qui n'est pas tellement connue. Finalement, nous sommes en train de défricher un terrain, tous autour de cette salle. Merci d'être restés nombreux. Nous sommes des pionniers, des précurseurs. On voit bien qu'on hésite encore sur des solutions, qu'il y a beaucoup de choses à valider, à expérimenter, mais l'enjeu est considérable. Je répète, quand on compare les efforts, les études, les discours qui existent sur l'optimisation des consommations dans le bâtiment, on est étonné de dire que attendez, mais le véhicule électrique, il faut que ça devienne un élément essentiel. Donc travaillons tous ensemble sur ce sujet-là. Merci Jean-Pierre Hoët, président du comité scientifique. Merci Servan-Lassire. Et puis, on attend la suite. Vous l'aviez initié déjà il y a 6 ans, cette première étude. Eh bien, le chemin a été important déjà qui a été réalisé. Peut-être pas encore assez vite pour nos concitoyens, mais en tout cas, un grand progrès a été fait. Et à nouveau, remercie à nos amis de Volkswagen qui ont été moteurs. C'est quand même eux qui ont dit il faut s'intéresser à ce sujet-là. Absolument. Et c'est eux qui ont éveillé à l'ensemble de nos membres, effectivement, pour qu'un groupe de travail qui est maintenant et permanent chez Eden, pour cette transversalité entre le bâtiment et la mobilité. Merci à tous, merci à toutes.